L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tous les deux, on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. Salut. Comment tu préfères que je t'appelle déjà? Parce que Tu peux m'appeler Lucas, c'est très bien. Lucas? Eh ben, impeccable, Lucas. Salut, Lucas. Tu connais nos lives ou... Pas du tout, je suis tombé dessus. Pas du tout, je suis tombé dessus, c'est dû à l'algorithme, et je trouve ça très intéressant d'avoir des gens qui s'intéressent enfin au réel, et non pas à la superficialité populiste. On s'intéresse à la Terre. La Terre qui est le noyau dur de beaucoup de situations, de beaucoup de bonheur ou de détresse. Ok. Bah écoute, est-ce que tu veux que je te fasse un petit rappel rapide de comment ça se passe les échanges justement, parce que c'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent sur TikTok, et ça se base sur la méthode de l'entretien épistémique. Alors je sais pas si tu connais. Bah moi, d'après ce que j'ai tendu l'oreille, en fait, on a l'invité qui va s'exprimer sur un sujet. On est sur une relance un peu indirectement journalistique où il y a des questions qui vont se poser. On va entrevoir vers un échange. On aura une finalité d'échange où on aura après le panel de modération qui pourra poser éventuellement des questions. C'est ça? Globalement, c'est ça, oui. En fait, on se base sur la méthode. En fait, c'est juste essayer de comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses déjà. Et en fait, c'est de travailler tous les deux par des questions. En fait, à interroger ce pourquoi et pour mieux comprendre. Voilà. Donc, il n'y a pas de contre-argumentation, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. C'est vraiment essayer de comprendre l'objet de ce que tu penses. Voilà, tout simplement. Donc si ça te va, bah écoute, je te propose de commencer, puisque tu m'as dit que ça c'était un sujet que tu trouves extrêmement intéressant. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Est-ce que c'est de la mythe, manipulation, autre chose? Voilà. Qu'est-ce que c'est selon toi? Ce n'est pas un mythe. Moi, je pense que c'est une réalité. Moi, la vision que j'ai en tant que citoyen du monde, citoyen de France, c'est que aujourd'hui, on est sur un réchauffement cyclique. La planète se réchauffe tous les X années. C'est comme nous, on va vieillir, on va frapper des rides, on va avoir le dos qui se bosse, etc. Et accumulé à ça, additionné à ça, multiplié à ça, vous allez avoir le réchauffement climatique dû à l'homme. Les effets les gaz à effet de serre, etc., la surconsommation, la surpollution. En fait, le problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a 10, 15, 20 ans, on avait la possibilité, comment dirais-je, de choisir si on était un écologiste convaincu ou non. Aujourd'hui, l'écologie est une obligation, parce qu'aujourd'hui, moi, l'image que j'ai, c'est que les températures ne redescendront pas. Par contre, on peut conserver à des températures qui ne dépassent pas un certain degré. Moi, à titre personnel, il y a 3-4 ans, comment dirais-je, moi je suis du sud, donc on a toujours eu des étés un peu chauds, mais depuis 3-4 ans, ça devient vraiment irrespirable, où cette année, malheureusement, j'ai dû investir dans une clim parce que sinon c'est plus possible. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer rapidement, et j'aurai une question, je pense, pour préciser ce que tu viens de me dire. Mais donc tu disais, oui, pour toi c'est une réalité. Déjà, la planète connaît des cycles, et après, là-dessus s'ajoute la notion, en fait, de ce qui est l'impact dû aux activités humaines. La question que j'aurais, en fait, c'est voilà, pour toi, l'impact des activités humaines, est-ce qu'il est important ou peu important? Je vais poser, je vais en profiter. On fait souvent ce qu'on appelle les notions d'échelle. C'est-à-dire que, en fait, le réchauffement est réel, ça, voilà, ce que tu as dit, mais en gros, la part de l'activité humaine, en fait, est majoritaire. Et donc majoritaire, c'est-à-dire que si tu es à 100%, absolument, c'est majoritairement dû à l'activité humaine, même s'il y a tout de cycle et des choses comme ça. 0%, non, mais globalement, c'est juste les cycles, l'activité humaine n'a pas d'effet, et puis après, toutes les positions intermédiaires. Tu te situerais où sur une échelle comme ça? J'ai pas compris le sens de ta question, en fait.
C'est de ma faute, je l'ai peut-être certainement mal posé. En gros, tu me disais, voilà, le réchauffement climatique est réel, et il y a une part d'activité humaine, en fait, là-dedans. Tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais c'est ce que voilà. Et pour toi, l'activité humaine, est-ce qu'elle est prépondérante? Est-ce qu'elle est vraiment très importante dedans ou peu importante? Et c'est pour ça que je te pose la question de l'échelle. En fait, faire 100%, bah oui, même tout le réchauffement climatique est dû à un truc humain. Moins, bah majoritairement humain, mais quelque chose, mais d'autres, les cycles ou des choses comme ça. Ou 0%, non, l'humain n'y est pour rien. Toi, tu te situerais où en fait sur une échelle comme ça? Sur une échelle du dixième, l'humain a 9 dixièmes de responsabilité. Parce que la planète en soi... D'accord, oui, 9 sur 10. Largement. La surconsommation, la surproductivité, la surproduction, le fait quand on a Elon Musk et comment il s'appelle l'autre là, Bezos qui envoie des fusées dans l'espace, les guerres qui brûlent les forêts, qui déciment des continents, les poudrières. Enfin, moi je pense la neige au Qatar. Vous êtes dans des trucs fermés où on fait des espaces de neige artificiels exagérés, les envois de petits colis, les gaz à effet de serre, les gens qui voyagent à gogo de manière exagérée par avion, tous oui, je les vois, cigarettes jetées par terre, c'est peut-être des petits cumulatifs, on va dire c'est rien, mais ça plus ça plus ça plus ça plus ça, quand on regarde au global annuellement sur le quotidien de chaque citoyen du monde, eh ben ça fait des pollutions exagérées. D'accord. Et donc tu me dis que tu es à 9 sur 10. Qu'est-ce qu'il te faudrait comme élément supplémentaire, par exemple, pour te dire, bah finalement, on est plutôt à 9,5 sur 10? Est-ce que tu vois quelque chose comme ça ou pas? Oh bon, on y arrive très largement, on a fait 9,5 sur 10 quand on voit qu'aujourd'hui, en fait, le problème qu'on a, c'est que on a un retard monstre. On a un retard monstre si on s'attaque vraiment à l'échelle de notre pays, on a un retard monstre sur la transition écologique, les transports verts, les transports en commun. Aujourd'hui, on parle de rénovation, des passoires thermiques, etc. Mais ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui doit rénover d'un point de vue thermique ses maisons. Le marché est extrêmement tendu par rapport à ça. Et on a des villes, moi, je connais des villes qui, en période électorale, ont démonté des parkings bétonnés. Je dis super, ils vont mettre de la verdure, des espaces ombragés, de la nature. Et non, ils sont rebétonnés par derrière. En 2026, on marche sur la tête. On marche sur la tête. D'accord. C'est-à-dire que là, ce que tu pointes, en fait, c'est des problèmes d'adaptation ou de revoir un petit peu les logiques actuelles, en fait, et d'essayer de les mettre plus en adéquation avec ce qu'on observe, c'est ça? Bah bien sûr, remettre en adéquation le plan d'urbanisme. Moi, je suis désolé, il y a un truc qui est pas normal, c'est qu'à un moment donné, quand on crée des bâtiments, on connaît ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. On va reproduire des bâtiments peu chers et mal isolés. Donc, on va recréer la passoire thermique. On va recréer du bétonnage dans des villes, ce qu'on appelle des villes cuvettes. Pourquoi il fait très chaud dans les villes? Parce que les villes sont resserrées, des habitations les unes sur les autres, et on a que du bétonnage. Et pourquoi à Paris il fait chaud? Parce que vous avez des jolis toits. C'est vrai que c'est joli, mais derrière c'est des fours. Parce que vous avez de la, voilà. Je veux dire, c'est. Et selon toi, ça me vient une question en fait. Selon toi, imagine, tu m'as cité énormément de problèmes. T'as une baguette magique et tu peux résoudre un seul problème. Voilà, parmi tout ça, mais qui pourrait, selon toi, avoir un maximum d'impact. Qu'est-ce que tu choisirais? Oui, pardon. Oui, ben non, mais voilà, qu'est-ce que tu choisirais de faire, en fait, et avec cette baguette magique? Quel est le truc le plus important, et pourquoi ça serait le plus important? La surconsommation, qu'elle soit surconsommation d'énergie, surproduction, la surconsommation, c'est un noyau dur. La surconsommation, qu'elle soit financière, etc. Quand on surconsomme, quand on est dans l'excès, quel que soit l'excès, il y a toujours de la négativité. Rien n'est mauvais quand on n'est pas dans l'excès. Aujourd'hui, on est dans un excès de surconsommation, dans un excès de surproduction, dans un excès de refaire du fric. Mais à un moment donné, quand il fera 50 degrés, toutes saisons confondues, parce qu'aujourd'hui peut-être que ça peut s'apprêter à sourire, mais aujourd'hui les marchands de bonnets, les marchands de parkas, les marchands de doudounes, je sais pas comment ils font leur argent parce qu'il y a plus de saison, il y a plus d'hiver. Moi le bonnet, ça fait 3 ans que j'en porte plus. Hein. C'est pas normal, il neige plus.
Oui, je comprends. Mais du coup, tu me dis c'est la surconsommation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors sur la surconsommation? Ta baguette magique, qu'est-ce qu'elle ferait là-dessus en fait? Qu'est-ce qu'elle changerait? C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de consommer ou c'est Non, c'est pas ça. Il faut avoir une consommation responsable. Moi, un truc que je ne comprends pas. Quand tu as, c'est un truc très simple pour te répondre par un exemple qui est très terre à terre pour chacun. Quand tu vas faire tes courses, soit tu as la possibilité d'avoir un producteur local à côté, ou soit tu vas faire tes courses au supermarché. Quand tu vas au supermarché, on parle souvent de Made in France, de faire travailler les localités, les agriculteurs, etc. T'as des machins, là, actuellement, vous êtes dans vos rayons, vous avez des trucs d'Espagne, 4,99. À côté, je sais pas, moi qui viens du sud, des marchands de pêche, j'en ai bien. Pourquoi on fait pas déjà transport local court, un prix plus compétitif ça fait travailler nos agriculteurs, nos maraîchers, etc. Et à côté, pourquoi ça permettrait également de baisser les prix, baisser les gaz à effet de serre et tout le bordel. Pourquoi aujourd'hui c'est pas fait? Parce qu'on est dans un monde de fric. Le fric. Parce que l'Espagne coûte moins cher. Et aujourd'hui, il y a plus de saison pour les fruits. Il y a plus rien. Et je pense qu'aujourd'hui, un exemple simple. Tout à l'heure, il y a une personne dans les commentaires qui parlait d'arbres. Bah moi je suis désolé, aujourd'hui planter des arbres malheureusement c'est chimérique, parce que un arbre que vous allez faire planter, il va durer 3 à 4 ans, il va s'arrêter de pousser ou il va mourir parce qu'il ne va pas pouvoir survivre avec cet excédent de chaleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas déraciner les arbres et qu'il ne faut pas les couper. Parce que les petits arbres, ils ne pourront pas survivre. Il fait trop chaud, ils ont pas le temps de s'acclimater, ils ont pas le temps de grandir. C'est comme si tu mets un bébé dans un four, bah il va crever. Bah là c'est pareil, les arbres ils crèvent, les bébés arbres. D'accord. Donc en fait, on est sur des fausses postures écologistes dans certaines villes, et aujourd'hui on a la possibilité, on a l'énergie hydraulique, on a l'électricité, on pourrait faire des routes où tu roules avec ta voiture, où ça rechargerait en électricité. On ne le fait pas parce qu'on parle de rentabilité, mais tout ne peut pas être rentable. La santé n'a pas à être rentable, l'espace que vous respirez n'a pas à être rentable. Ok, et sur les routes, voilà, parce que tu dis, est-ce que par exemple, on a des systèmes d'autoroutes en France. Les systèmes d'autoroutes, visiblement, sont très lucratifs. Est-ce qu'il est possible, du coup, d'avoir des routes installées avec, comme avant, il n'y avait pas d'autoroutes, les autoroutes ont été construites, finalement, c'est très lucratif. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce système très lucratif et qui, en même temps, permet de résorber une partie du problème? Déjà, l'État n'aurait jamais dû céder ses autoroutes déjà à des organismes, à des sociétés privées déjà d'une part. Elle aurait dû garder la main dessus pour pouvoir encaisser. Ouais, oui, mais c'est un autre sujet, mais qui est très intéressant en effet. Ouais, mais ça en fait partie également, voilà, parce que c'est de l'argent en moins, et cet argent en moins, c'est peut-être de l'argent en moins qu'on peut mettre dans les transitions écologiques, dans le service public, etc. Tout ça est relié. Ce sont des mauvais choix politiques qui ont été faits. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on parle d'écologie, mais c'est de la fumisterie en France, parce que il n'y a pas d'écologie. Il n'y a pas d'écologie, okay. Je suis désolé. Mais la transition verte, je revenais sur ton point. En 2026, pardon. Oui, non, mais je comprends. Je pense qu'on pourra y aller dessus. Il reste encore du temps, t'inquiète pas. Mais c'était vraiment, ma question était précise, puisque tu me disais, finalement, voilà, c'est tout le fric qui compte. C'est juste ça. Et que c'est pour ça qu'on ne fait pas les choses, parce que ça ne rapporte pas. Et moi, je te donnais l'exemple, parce que tu m'as parlé des transports, justement. Est-ce qu'il est possible, tu me disais, voilà, d'avoir des trucs qui rechargent les voitures tout en roulant. Est-ce qu'il est possible de mettre ça en place, qui coûte de l'argent, mais qui rapporterait aussi de l'argent? En fait, je suis pas ingénieur, mais en fait, le cheminement que je veux mener, c'est quand ta voiture va rouler sur la route, elle va créer, c'est un peu comme quand tu fais quand tu fais ta machine à laver à l'ancienne, tu fais du vélo pour faire tourner ta machine à laver. Bah là, c'est pareil, ça créerait en fait une puissance qui crée l'électricité. C'est un peu comme quand tu fais de la machine dans la salle de sport, bah ça crée le fait de faire du rameur, etc., ou le fait de faire machin, ça crée une électricité en fait par la puissance des à-coups ou par la puissance du poids, du roulement, voilà. Donc, aujourd'hui, on a ce souci-là, et on parle on parle d'écologie, mais moi l'écologie, je suis désolé, en France, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors, on n'est pas le pays le plus mal loti parce qu'on fait quand même des efforts. Mais moi, je suis désolé. Les villes, banalisées. Alors, l'hiver, vous n'avez pas le droit d'avoir froid. Mais l'été, vous avez le droit d'avoir 26, 28, 30 degrés dans votre appartement. Il n'y a pas de garde-fou par rapport à ça. On trouve ça normal parce que c'est une forme de maltraitance. C'est une forme de maltraitance écolo. C'est-à-dire que, alors, l'été, les bourgeois, ils sont bien. Ils ont la piscine, ils ont la climatisation. Il n'y a pas de souci. Ah, ils sont bien, hein. Mais c'est pareil. La climatisation doit être prise en coup par l'État parce que la climatisation, c'est une obligation. C'est comme avoir un téléphone, avoir Internet chez soi. C'est des charges qui sont
Aujourd'hui, on est obligé. Tu peux même pas faire cuire un œuf dans ton appartement à 30 degrés. Est-ce que c'est normal de vivre dans une société comme ça? D'accord. Mais et donc là, la solution, ce serait la climatisation, par exemple. Bah, on y arrive par obligation. Pourquoi Est-ce que la climatisation... Oui, non, mais du coup, est-ce que la climatisation, par exemple, consomme de l'énergie? Oui, ça consomme de l'énergie, mais la problématique, moi je te prends mon cas, comme il y a beaucoup de cas en France malheureusement. Moi je suis logé dans un logement, je suis locataire dans un logement dit historique. Alors c'est super, hein. T'as des volets en bois, donc c'est pas des volets en bois, des fenêtres en bois. Tu ne peux pas les changer, sinon ça dénature la façade du bâtiment. Les bâtiments de France ne veulent pas. Donc derrière t'as une passoire thermique, et derrière ça tu n'as pas le droit d'avoir de volets. Derrière ça tu n'as pas le droit d'avoir de clim dûment installé. Donc et derrière t'as 30 degrés dans ton appartement. Donc c'est bien mignon, mais dormir 3 heures par nuit sur 90 jours, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ça peut être dangereux pour celles et ceux qui conduisent parce que derrière tu peux t'endormir au volant. Ça peut être de l'agressivité, de la frustration. Et moi je pense que le vrai problème également, c'est tout ça. Ok, je comprends bien. Et effectivement, c'est compliqué, c'est même dangereux d'avoir des températures qui ne descendent pas. Mais pareil, tu vois, je vais te reposer la même question en fait. Voilà, sur le cas de l'appartement et tout. T'as plusieurs positions, t'as cité plusieurs solutions. Il y avait la clim, il y avait le fait d'avoir des volets, le fait d'avoir une meilleure isolation des fenêtres, par exemple. Si tu devais choisir une solution, à ton avis, quelle est celle qui pourrait répondre, qui pourrait peut-être faire la meilleure alliance entre le besoin d'avoir moins de température dans l'appartement et d'avoir le minimum d'impact en fait climatiquement? Quelle serait la meilleure solution pour toi, si tu devais en choisir une seule? Si on est terre à terre et si derrière il y a de l'argent magique, moi je dirais que ce sont qu'on appelle ça, pas le calfeutrage, mais l'isolement des bâtiments, parce que les vieux bâtiments historiques, les bâtiments, c'est joli, hein, sur la photo, c'est joli sur Google Maps, mais la réalité c'est que c'est très mal isolé. C'est très mal isolé. Pour moi, j'estime qu'en 2026, avoir des fenêtres en bois, je vous invite à passer vos pliures de drap sous les fenêtres, vous sentez l'air frais. Alors l'hiver, la chance que tu as, c'est que tu peux calfeutrer, tu peux avoir la chance de... Par contre, l'été, tu le ressens, le truc. Il faudrait il faut isoler, mais l'isolation ça a un coût. Le problème, je prends, c'est très terre à terre ce que tu dis, c'est vrai. Mais le problème c'est que demain, moi je demande à ma propriétaire d'isoler, elle va augmenter mon loyer de 200 balles en plus, ou elle va me dire écoutez, vous n'êtes pas content, vous partez. Donc en fait, quand on est déjà sur un marché tendu au niveau du logement, et en plus de ça, vous rajoutez la couche Airbnb, mais tu t'en sors pas. Tu n'as pas le choix en fait de vivre cette maltraitance écologique. Mais tout à l'heure je t'avais posé la question en fait, voilà, sur la solution. Tu parlais de surconsommation et tu disais ça a un coût et tu parlais aussi de la transition énergétique ou écologique et que on est en retard en France à ce niveau-là. Mais donc pour l'isolation, parce que tu dis, le propriétaire devrait payer et ne pas le reporter quelque part. Enfin, comment tu vois la solution? En fait, c'est que dernière question. Pour être terre à terre et te répondre avec le plus d'honnêteté possible, c'est que moi je pense que la transition écologique en France, je parle en France, les autres pays je ne sais pas comment ça fonctionne, mais elle a été faite trop tard. On a 10-15 ans de retard et le problème c'est qu'on a un marché qui est surchargé par rapport à ça et les habitations, si on avait eu un peu de bon sens dans ce pays, elles auraient dû être créées avec l'hiver, je ne dois pas avoir trop froid, l'été, je ne dois pas avoir trop chaud. Donc ça demanderait quoi? Ça demanderait de mieux calfeutrer ses fenêtres, d'avoir des fenêtres en bois, c'est bien joli, mais ça isole pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez fataliste, mais moi, je suis assez fataliste et radical par rapport à ça. Mais j'aime pas tourner autour du pot. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu trop tard. Quand vous avez au mois de mai, c'est du jamais vu. On est le 31 mai. On a eu des chaleurs à 37, 36, 32, 33, des nuits tropicales. On est sur l'équivalent d'un mi-juillet, début août en termes de saisonnalité, en termes
de température. La température, Les fruits, on sait plus quand on doit les manger parce qu'ils sont dégueulasses, ou ils sont trop pourris, ou il y a plus de saison. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et les gens n'en ont pas conscience. D'accord. Moi, quand j'entends des gens, et c'est une question que je te pose à toi et à tout le monde ici, quand j'entends des gens qui disent « Oh, mais il faut arrêter de pleurer, c'est l'été ». Ah non, l'été déjà c'est le 21 juin, soyons précis. Et deuxièmement, en fait, c'est là où quand on répond de manipulation dans le titre, c'est là où on a une manipulation globale où on dit aux gens oh, c'est rien, c'est l'été. En fait, c'est s'accoutumer, s'habituer à un désastre écologique, un désastre de température, un désastre de excusez-moi, la dernière fois j'étais faire mes courses, pourtant j'étais léger, j'ai suffoqué, j'ai transpiré alors que j'ai pas fait grand-chose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ouais, non, mais je comprends. Je suis assez d'accord là-dessus, quoi. Le soleil aujourd'hui, j'en finis par là. Mais par contre, le soleil aujourd'hui, il brûle plus. Ouais, très rapidement alors. Aujourd'hui, le soleil, il bronze plus. Il fait plus bronzer, il brûle. Et ça, c'est grave. D'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie pour l'échange. Comme tu sais, tu l'as en plus toi-même résumé tout à l'heure. Il y a peut-être des questions, ce qu'on appelle les questions emportées, qui ne sont pas faites pour être répondues tout de suite, mais pour y réfléchir et faire avancer un petit peu la compréhension des choses. Je sais pas si Mélanie, par exemple, Russell, ProgX ou John ont une question pour toi. Non, j'ai pas de questions à emporter. Ouais, moi j'en ai une. Tu parlais du droit à se refroidir qui n'est pas le même que le droit de se réchauffer ou de se chauffer. Ma question est la suivante, c'est pour quelle raison le droit de se refroidir est pas au même niveau que le droit de se réchauffer? Et puis te demander de faire un homme de fer par rapport à ça. L'homme de fer, c'est de trouver le meilleur argument de ceux qui pensent pas comme toi. En gros, le meilleur argument de l'avocat de la partie adverse, en très gros. Sur cette question de droit de se refroidir ou droit de se réchauffer. J'espère que ma question était suffisamment claire. Si tu l'as pas comprise, je la reformule volontiers. Le droit de en fait en France on n'a pas le droit d'avoir froid, enfin c'est ce qu'on essaie de sous-entendre avec des garde-fous, la protection jusqu'à jusqu'à début mars je crois, on a le truc on peut pas virer les gens, et par contre on a le droit d'avoir en fait l'État français estime en fait que vous avez le droit en fait d'avoir chaud chez vous l'été, que c'est pas interdit, en fait, que c'est normal d'avoir 30 degrés dans son appartement, 28 degrés. Alors qu'au final, c'est ça. Lucas, c'est une question emportée, et en plus, là, tu réponds pas à la question, en fait, c'était de trouver le meilleur argument de ceux qui, de ceux qui auraient la thèse inverse de la tienne, en fait. Ouais. Et en plus, ProgX a volé ma question. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'avais à peu près la même que ProgX. Du coup, je vais en prendre une petite dernière qui a popé au dernier moment. À quel moment de l'humanité le soleil ne brûlait pas la peau des gens? 15-20 ans. Ok. Là, il y a un claim qui est tellement énorme, ça repartirait sur un entretien, mais je vais la laisser de côté parce que là, je vais partir. Mais tu remarques que le soleil brûle aujourd'hui, il fait plus bronzer. Je relance pas, mais il faudra qu'on refasse un sujet là-dessus, parce que il serait intéressant de voir le taux de cancer il y a 30 ans, cancer de la peau et maintenant. Enfin. Ça fait partie des choses. En tout cas, oui, je crois que... Non, John, je sais pas si t'as posé une question ou si t'en avais une. J'ai pas de question. Ok. En tout cas, je te remercie, Lucas, c'est un échange intéressant, et de ton côté, voilà. Qu'est-ce que t'as, en plus, la première fois que tu montes, comment t'as trouvé l'exercice? Est-ce que est-ce que tu penses que ça peut t'apporter quelque chose, déjà, ou, au niveau de la réflexion? C'est un exercice très intéressant en soi, mais c'est un exercice tellement passionné qu'on pourrait en parler pendant 24-48 heures, parce qu'on a tellement de noyaux. C'est un sujet qui est central. Le problème, un quart d'heure, c'est court.
On est d'accord, c'est un sujet qui est central, c'est un noyau de la société. L'écologie, c'est le devenir aujourd'hui, le devenir de demain. Et les gens qui disent qu'on en a rien à faire, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ok. Non, mais effectivement, mais c'est vrai que souvent, c'est pour ça aussi que des fois j'ai essayé de cadrer sur un point, parce que je sais qu'en un quart d'heure on peut pas tout développer, quoi. Et que de ramener sur une question en particulier que t'évoquais, par rapport à ce que tu disais, quoi. Mais je ressens en tout cas, même. Je te remercie beaucoup. Pour te répondre à une dernière phrase, je ressens quand même une petite frustration quand je pense que, comme beaucoup d'intervenants, d'intervenantes, parce que effectivement, on n'a pas le temps d'ouvrir tout son sac à dos et c'est vrai que c'est des sujets qui tiennent vraiment à cœur le quotidien, quoi. Merci en tout cas. Merci à toi. Je te laisse redescendre tout seul. Encore. Je te laisse redescendre tout seul ou tu veux que je te